On va pouvoir commencer ce vendredi marxiste, le dernier vendredi marxiste de l'année, sur le thème « Où va la France ?» Je pense qu'on peut commencer. Il y a une question, qui décide et qui doit décider? En Syrie, beaucoup de gens voudraient décider à la place du peuple syrien. Israël, qui en profite pour bombarder de manière innommable. Biden, qui a dit qu'il allait aider à régler la question de la Syrie avant son départ. Beaucoup de gens, Macron, plein de gens ont des idées sur ce qui doit convenir pour le peuple syrien. C'est au peuple syrien de décider de son avenir. Chez nous, ça prend des formes différentes. Et quand on nous dit attention, on ne peut pas faire n'importe quelle politique, parce que sinon les marchés financiers vont s'en mêler, qui doit décider? Les marchés financiers, les agences de notation américaines, ou le peuple français doit décider de son avenir? La question de la démocratie, la question de la souveraineté sont posées sous des formes différentes en Syrie et en France. Il y a une deuxième réalité qui nous rapproche, bien que ce ne soit pas dans le même rapport, c'est la réalité de la guerre. La réalité de la guerre en Syrie, sous toutes les formes. La réalité de la guerre qui, pour l'instant, en France en tout cas, ne prend pas la forme d'une guerre sur le terrain, mais qui s'en rapproche. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN a déclaré hier que les pays européens membres de l'OTAN ne peuvent pas se contenter de dépenser 2% de leur produit intérieur brut pour la guerre, qu'ils doivent consacrer 4%. La différence entre 2 et 4% en France, c'est 60 milliards d'euros supplémentaires qui devraient être consacrés à la guerre. Donc vous comprenez bien que ça aurait des conséquences considérables si cela devait s'appliquer. Et le même secrétaire général de l'OTAN a dit il est temps, dans tous les pays membres de l'OTAN, de passer un état d'esprit de temps de guerre. Donc nous sommes concernés directement par la guerre tout autant. Et ces situations sont donc très différentes, mais nous amènent à réfléchir sur la situation aujourd'hui en France, puisque le thème est « Où va la France ?» Les plus instruits d'entre vous savent que ce titre n'est pas de nous, c'est le titre d'un article que Léon Trotsky a consacré à la situation en France en 1934, donc il y a très longtemps, et il y a des traits communs, des traits différents, mais je crois que ça vaut le coup de se poser la question de où va la France. Je ne parle pas des péripéties immédiates qui sont, somme toute, très très secondaires, mais plus fondamentalement, vers quoi se dirige la situation dans ce pays? Et bien évidemment, il s'agit d'abord et avant tout de lutte des classes. Il s'agit de la confrontation des intérêts de classe qui sont à la racine de la crise que connaît ce pays. Il nous faut partir de ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que dans tous les pays s'expriment aujourd'hui des lois identiques, même si sous des formes différentes. Ces lois sont les lois de la décadence du capitalisme. Si la situation est inchangée, si les moyens de production restent concentrés entre les mains d'une petite minorité, alors il faut dire clairement que la société court à l'abîme et qu'il n'y aura pas de salut. Cette société sera condamnée comme elle l'est aujourd'hui, à aller de crise en crise, de misère en misère, de mal en pis. Bien sûr, selon les pays, le degré de décrépitude et de décadence du capitalisme s'exprime sous des formes différentes. Les rythmes ne sont pas les mêmes. Mais le fond du processus est le même. Et il faut établir clairement, aux yeux des travailleurs et des jeunes de ce pays comme des autres pays, que la domination de la classe bourgeoise sur la société conduit la société à la faillite. Ce système n'est plus capable d'assurer le pain, la paix, la liberté au peuple, aux travailleurs et à la jeunesse. Ce n'est pas un détail pour moi que le mot d'ordre qui se répand dans les universités aujourd'hui est la revendication d'un repas à 1 euro. Revendication que le gouvernement refuse de satisfaire. Nous sommes rendus à une situation où les jeunes qui veulent étudier n'ont pas de quoi se nourrir. Et où cette société capitaliste opulente, la 6e puissance du monde, n'est pas capable d'accorder à la jeunesse un repas d'1 euro pour se nourrir correctement. C'est une image concentrée de la faillite de ce système.
Et précisément parce que ce système court à la faillite, c'est la raison pour laquelle ceux qui dirigent politiquement les sociétés capitalistes ont de plus en plus recours à des moyens qui remettent en cause les formes traditionnelles de leur domination politique, en particulier les formes de la démocratie. L'arrivée de Trump à la tête des États-Unis a frappé l'opinion publique mondiale. Nous avons consacré un vendredi marxiste à cette question. Tout le monde a compris que Trump a décidé, c'est ce qui fait sa force aux yeux de la classe capitaliste américaine, de dire « je ne vais plus m'embarrasser des contraintes formelles de la démocratie et des règles d'organisation de la société ». Quelqu'un l'avait dit avant lui. Il y a un demi-siècle, la première ministre britannique, Margaret Thatcher, avait dit « je ne connais rien de ce qu'on appelle communément la société », qui était une manière de dire « chacun pour soi » et nous n'avons aucun compte à rendre à personne. Trump, à sa façon, reprend cela à son compte. Et il dit « je n'ai plus rien à faire des règles établies, des règles de la démocratie, des règles de la représentation des populations, des droits acquis. Nous irons où nous voulons, quand nous le voulons et quand nous le déciderons. » Bien sûr, il peut le faire, ce programme qui consiste à dire « nous allons tout régler par la force de la classe capitaliste » parce que c'est le capitalisme le plus puissant, et de loin. Parce qu'il a une position dominante, y compris par rapport aux autres pays capitalistes, parce qu'il a une position dominante dans le monde entier, avec des contradictions, et c'est la raison pour laquelle il menace l'économie chinoise, et aussi parce qu'il est en situation de contrôler le mouvement de révolte possible de sa propre classe ouvrière, puisque les dirigeants des organisations syndicales ont fait le choix non pas de combattre le capitalisme, mais de soutenir l'un des deux principaux partis capitalistes, le Parti démocrate. Mais même cela a des limites aux USA, et on sera amené à le voir. Alors si j'évoque Trump, c'est parce que je crois que nous devons considérer que cette tendance, historiquement on serait tenté de dire une tendance qui va vers le fascisme, c'est vrai avec toutes les limites d'une analogie, mais en tout cas la tendance à aller vers des systèmes autoritaires, ce qu'on a appelé le trumpisme fascisant, avec l'approximation que cela représente. Cette tendance qui considère que l'État doit être de plus en plus fort, qu'il ne doit pas s'embarrasser des règles de la démocratie. Cette tendance, elle tend à s'exprimer pas seulement aux États-Unis, mais dans toutes les puissances capitalistes. Et c'est un des éléments de la situation en France auquel nous devons prêter la plus grande attention. Derrière la question où va la France, la réponse n'est pas de savoir qui sera Premier ministre demain matin, parce que peut-être ou probablement ne le sera-t-il plus après-demain, ou dans une semaine, ou dans 15 jours, et tout ça est totalement anecdotique. La question où va la France, c'est de savoir vers quoi s'oriente cette société. Et disons-le clairement, l'alternative, c'est qu'elle peut s'orienter vers une forme de régime très autoritaire, très décomposé, une variante de trumpisme à la française, ou elle peut s'orienter sur ce qu'est une alternative. Et l'alternative, c'est une révolution prolétarienne. Ce sont, pour moi, les deux termes de l'alternative qui sont posés aujourd'hui. Dire qu'il y a une tendance générale à aller vers l'État fort, vers un système de type trumpiste, ne veut pas dire qu'il va l'emporter. Mais ces éléments sont présents. Et ceux qui font mine d'analyser la situation en France sans enregistrer les modifications en cours, soit sont myopes, soit décident de propager une image de la situation qui ne correspond pas à la réalité. La France, nous l'avons dit et nous l'avons écrit, est de loin le maillon le plus faible de la chaîne des pays capitalistes dominants. Pour de nombreuses raisons. L'une des principales raisons, d'ailleurs, c'est que dans les rapports entre les différentes puissances capitalistes, la France est en train de perdre les unes après les autres toutes les positions qui sont les siennes, au profit notamment du capitalisme nord-américain. Elle est dans un rapport où, si vous considérez les richesses produites en France, leur progression, par exemple, par rapport aux richesses produites aux États-Unis, il n'y a pas de comparaison possible. Là où en 10 ans, le produit intérieur brut augmente de 1 ou 2% en France, il augmente de 10% aux États-Unis. Là où la productivité du travail augmente de manière considérable aux États-Unis, elle stagne en France.
Là où les capitalistes américains investissent massivement, notamment dans ce qu'on appelle les biens immatériels qui vont permettre la recherche, le développement, etc., etc., les investissements en France sont extrêmement réduits. La position de la France sur l'échiquier capitaliste est de plus en plus faible relativement aux autres classes capitalistes. Et cela pose un problème à la bourgeoisie française. La classe ouvrière n'est pas la seule classe sociale qui proteste et qui se révolte contre la situation actuelle. La bourgeoisie française se révolte de plus en plus. Et d'ailleurs, vous le lisez dans la presse, hein, quand le chef du MEDEF dit ce n'est plus possible d'attendre un nouveau gouvernement, il nous faut un gouvernement qui soit capable de prendre les mesures, il faut arrêter de tergiverser, il faut baisser le coût du travail, on sait ce que ça veut dire, baisser le coût du travail. Il faut baisser les salaires, il faut s'attaquer à la sécurité sociale, il faut s'attaquer aux services publics. Il faut permettre à l'économie de prendre un nouveau souffle, et on vous apprend qu'il va y avoir de nouvelles mesures de déréglementation du droit au travail. La classe capitaliste est en colère. Des journaux aussi respectables que les Échos ou le Figaro, respectables du point de vue capitaliste, publient régulièrement des éditoriaux dans lesquels ils disent « il nous faut une solution à la Trump ». Il nous faut une solution énergique, autoritaire. Il faut arrêter de passer son temps à négocier avec des syndicats qui nous imposent toute une série de choses. C'est terminé tout ça. Mais, et c'est là qu'il y a la contradiction, à laquelle les militants ouvriers doivent être attentifs. La contradiction majeure, je la formulerai de la manière suivante. J'ai conscience que ce que je vais dire est comment dire, dans la forme très insatisfaisant. Et je n'ai pas trouvé une meilleure manière de le dire. Pour la bourgeoisie, il faudrait une solution autoritaire. Mais cette solution autoritaire suppose d'écraser la classe ouvrière. Or, aujourd'hui, rien n'indique dans le rapport entre les classes sociales que la bourgeoisie soit en situation d'écraser la classe ouvrière. Par conséquent, elle a le sentiment qu'il faudrait, et elle a la certitude qu'elle ne pourrait pas. Et par conséquent, ça crée, non seulement pour la classe bourgeoise, mais pour toute la société, une espèce de phénomène qui, pour moi, s'apparente un peu à la tétanie. La certitude qu'il faut faire un certain nombre de choses, et la conviction qu'on ne peut pas les faire. Mais en même temps, il est impossible aussi que ça continue comme ça. Et le moment présent que nous connaissons, il est un concentré de ça. Il faudrait passer à tout à fait autre chose, mais on ne peut pas le faire, et en même temps, on ne peut pas rester comme ça. Et ça vous donne cette situation qui est en train de se décomposer du point de vue même des institutions de la classe capitaliste, qu'on n'a jamais connues. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais connu. Il faut dire les choses avec netteté. Les institutions de la Ve République sont mortes. Elles ne sont pas mortes formellement, elles sont en place. Mais elles sont mortes du point de vue de la fonction qui était la fonction de ces institutions. La fonction de ces institutions, née, je vous le rappelle, sur la base d'un coup d'État en 1958, la fonction de ces institutions, c'est de contenir les conflits entre les classes sociales. C'est de faire en sorte que, qu'on soit ouvrier ou patron, qu'on soit dans un syndicat ouvrier ou dans un syndicat patronal, on se remette à l'arbitrage d'un Bonaparte qui, du fait de son autorité, de sa place centrale dans les institutions, va trouver l'équilibre possible pour que malgré tout, on avance. Or, aujourd'hui, le bonapartisme de la Ve République est un bonapartisme paralysé, dont la caractéristique, c'est que, je parle des classes sociales, je ne parle pas de ceux qui les représentent, les classes sociales ne le reconnaissent pas comme un Bonaparte. Les ouvriers aujourd'hui ne se disent pas on va faire confiance à Macron pour régler les problèmes. Non, je veux bien que ça vous fait sourire, mais les plus anciens savent qu'en 1958, quand il y a eu le coup d'État, il y avait dans la classe ouvrière tout un courant qui disait bon bah finalement peut-être que De Gaulle va permettre de dégager des solutions. La classe bourgeoise elle-même, qui n'était pas enchantée qu'il y ait un coup d'État fait par un général, malgré tout, se disait bon bah peut-être que ça va permettre de résoudre les problèmes auxquels on est confronté, et partiellement d'ailleurs, ça les résolvait. Quelle classe sociale aujourd'hui fait confiance à Macron? La classe ouvrière, certainement pas. La classe capitaliste, de moins en moins. D'ailleurs, Macron n'était pas le candidat de la classe capitaliste. Hein. Il a dit lui-même, je suis rentré à l'Élysée par effraction. La petite bourgeoisie ruinée, les petits paysans, les petits commerçants, ils ont été
le socle des Gilets jaunes, avec toute la confusion de ce mouvement, mais tout ce qu'il indiquait comme rejet de l'équilibre institutionnel. Quelle classe sociale fait confiance au Bonaparte? Aucune. Et pourtant, il est là. Il est là, impuissant à jouer le rôle qui devrait être le sien, mais il est là parce que, à ce stade, aucune solution alternative n'a été imposée. Nous devons, nous, comme militants révolutionnaires, formuler clairement le diagnostic. Ces institutions sont mortes, il faudra en changer, et toute la question est de savoir par quoi changer ces institutions, quelles autres institutions vont devoir s'y substituer, et quelle force sociale va être en capacité d'imposer ce changement. Bon, classiquement, c'est-à-dire à une période ancienne, ces solutions, ce type de situation aurait trouvé comme réponse des formes classiques de tentative d'imposer un ordre fasciste, c'est-à-dire d'écraser purement et simplement la classe ouvrière, de supprimer les libertés, de mettre en place un ordre autoritaire qui, sur cette base, pendant un certain temps, va donner un nouveau souffle au capitalisme. Aujourd'hui, en 2024, la bourgeoisie aspirerait à ce qu'il puisse se passer quelque chose de ce type, mais elle est convaincue de ne pas en avoir les moyens. Elle va donc dans ce sens, sans aller jusqu'au bout, mais on voit bien qu'elle va dans ce sens. Le déchaînement de la démagogie anti-immigrée, que ce soit aux États-Unis ou en France, s'apparente typiquement aux méthodes classiques du fascisme. Vous identifiez un bouc émissaire, soit un secteur de la population, soit les pays étrangers, et vous déchaînez, vous détournez en quelque sorte la colère de la petite bourgeoisie que vous avez vous-même ruinée comme capitaliste, des couches les plus déclassées de la classe ouvrière, ou ceux qui sont désillusionnés, et vous les détournez vers l'ennemi que vous montrez du doigt, les immigrés qui viennent manger le pain des Français, les Mexicains qui viennent prendre le travail des Américains, ou que sais-je encore. Bien, encore faut-il une classe bourgeoise capable d'aller à ce choc. Aux États-Unis, c'est partiellement le cas. En France, c'est plus compliqué. Et c'est là où nous sommes au cœur de cette contradiction. Les circonstances historiques ont fait que quand De Gaulle a pris le pouvoir, dès le départ, il a essayé de mettre en place un système de type bonapartiste qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. On a parlé d'un bonapartisme bâtard. Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette situation contradictoire où la survie du bonapartisme se combine avec le retour en apparence à une forme de parlementarisme, et qui pourtant n'a aucun contenu. De ce point de vue, quand les chefs du nouveau Front populaire disent c'est très positif, il y a un retour au parlementarisme, ils se racontent des histoires. Plus que jamais, c'est Macron qui décide. Plus que jamais, c'est Macron qui décide, avec l'apparence d'un jeu parlementaire, mais dont, au bout du compte, c'est quand même lui qui désigne le Premier ministre, c'est quand même lui qui veille aux arrangements, c'est quand même lui qui promulgue les lois, c'est quand même lui qui a le contrôle de la politique militaire, etc. Et c'est pourquoi la tentative de faire croire aux travailleurs qu'il y a une issue au Parlement, ce que fait le nouveau Front populaire depuis 6 mois, de dire qu'il se passe des choses formidables au Parlement, il y a une bataille titanesque, etc. Bon, certains ont pu y croire pendant un temps. Aujourd'hui, tout le monde voit bien que, passez-moi l'expression, c'est du pipeau. Il ne se passe rien au Parlement. Et par conséquent, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'abstention est toujours aussi forte. Parce que si la population avait le sentiment qu'il y a un enjeu dans ce qui se passe au Parlement, elle voterait massivement. Je ne sais pas si vous avez vu le résultat des élections partielles dimanche dernier, plus de 70% d'abstention. Ce qui est logique. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que les masses se détournent des formes traditionnelles de représentation politique et d'expression. Elles cherchent une autre voie. Le système capitaliste n'arrive plus à se maintenir que par des pirouettes et des acrobaties totalement improbables, mais qui aboutissent, il faut dire la vérité, à une véritable paralysie institutionnelle. Jusqu'à quand? Et c'est là qu'est la question. Tout le monde se pose la question jusqu'à quand?
Jusqu'à quand ça va durer? Personne ne peut répondre. Ou plutôt si. Cette situation improbable, incroyable, de gouvernement qui tient 3 mois et qui se casse la figure, de budget qui n'est pas adopté, c'est quand même incroyable. L'arrivée d'une situation où le budget n'est pas adopté. Et par ailleurs, on va adopter un budget provisoire, lundi je crois, avec une loi spéciale que tous les groupes, sans exception, ont promis de voter. C'est-à-dire que vous avez un budget qui va être voté lundi par le Rassemblement national, la droite, les macronistes, les Verts, le Parti socialiste, le Parti communiste, la France insoumise. Au prétexte de quoi? Le prétexte c'est intéressant. Au prétexte qu'il faut bien que l'État fonctionne. C'est-à-dire que tout le monde prend en charge le fait que l'État doit fonctionner. En principe, quand vous êtes partisan d'une rupture, vous n'êtes pas en charge de la continuité de l'État. Mais là, tout le monde le prend en charge, ce qui est plus que symbolique. Jusqu'à quand cela peut-il durer? Je m'hasarderai certainement pas à faire un pronostic. Mais l'alternative est claire. Que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, cette instabilité politique, dont le corollaire est la recherche en permanence d'une union sacrée à laquelle ils ne parviennent pas, cette instabilité politique ne peut déboucher que soit sur son renversement par le mouvement de la classe ouvrière, et c'est la voie ouverte à la révolution prolétarienne, soit, en fait, que le régime lui-même bascule de plus en plus dans une forme de régime de plus en plus autoritaire et de plus en plus fascisant. C'est les deux seuls débouchés possibles de la situation actuelle, qui peuvent mettre beaucoup de temps à venir. Mais entre ces deux hypothèses, il y a une longue situation de stagnation, de décomposition, de crise, dont on ne peut pas imaginer les contours, mais dont on comprend ce qui les a nourris. Et de ce point de vue, il me semble intéressant de citer justement le texte de Trotsky dont je parlais, non pas parce que les situations sont comparables, mais il y a des éléments de méthode qui sont utiles. Trotsky écrit ceci à propos du bonapartisme. Il dit « L'essence du bonapartisme consiste en ce que, s'appuyant sur la lutte entre les deux camps, il sauve, entre guillemets, la nation, entre guillemets, par une dictature bureaucratico-militaire. » Il ajoute « Napoléon Ier représentait le bonapartisme de la jeunesse impétueuse de la société bourgeoise. Le bonapartisme de Napoléon III est celui de l'époque où la calvitie apparaît déjà sur le crâne de la bourgeoisie. Je m'excuse pour les camarades. Il n'y a rien de personnel dans cette citation du camarade Trotsky. Et il dit, en la personne de Doumer, en l'occurrence le président du Conseil des années 30 en France, nous avons le bonapartisme sénile de l'époque du déclin capitaliste. Il dit, c'est le premier degré du passage du parlementarisme au bonapartisme. Pour maintenir son équilibre, il lui faut à sa droite les bandes fascistes et autres qui l'ont porté au pouvoir. Et il ajoute cette remarque qu'il n'existe aucune voie pour retourner à la démocratie pacifique. Le développement conduit inévitablement, infailliblement, à un conflit entre le prolétariat et le fascisme. Et cet aspect de la citation de Trotsky, à mon avis, est d'une grande actualité. Si on résume la situation, je vais essayer de me le noter pour moi. Il y a 12 points qui sont saillants. D'abord, le bonapartisme est aujourd'hui impuissant. On a un bonapartisme dont le Bonaparte est démonétisé auprès de toutes les couches sociales. Alors, le principe du bonapartisme, c'est au contraire qu'il est reconnu, voire adulé par toutes les couches sociales. Deuxièmement, une des expressions de cette crise du bonapartisme, c'est que des secteurs de plus en plus nombreux et représentatifs de la bourgeoisie française disent à leur façon, c'est-à-dire hypocritement et à mi-voix, nous voulons un Trump. Et bien sûr, ce n'est pas Macron qui va faire le Trump. Troisièmement, mais cette bourgeoisie, elle n'est pas seulement faible, elle est débile au sens où les Espagnols utilisent le mot débile. Vous voyez ce que je veux dire, oui, elle est en déliquescence, quoi, hein, elle est vraiment, c'est plus que faible. Hein. Et comme elle est d'une extrême faiblesse au plan économique, au plan diplomatique, elle ne trouve pas en elle-même les ressources du coup de force qui seraient nécessaires. Elle n'en dispose pas.
Elle peut bien sûr compter, c'est une hypothèse, compter sur des événements extérieurs. Une généralisation de la guerre qui engagerait la France de plus en plus, qui ferait que la Ve République le rend possible, le président aurait recours à l'article 16, vous savez, c'est un article qui suspend toutes les libertés et tous les droits, qui suspend le Parlement et qui donne la possibilité au président de gouverner seul. Ça, c'est possible. Mais en dehors de ce type de circonstances, la bourgeoisie ne trouve pas en son sein les forces de réaliser ce qu'elle juge nécessaire. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, parce qu'il faudrait arriver à écraser la classe ouvrière et elle ne s'y risque pas. Peut-être en trouvera-t-elle le courage demain, mais pour l'instant, elle ne s'y risque pas. Même le Rassemblement national, qui joue un rôle dans cette situation, a ses propres limites et ses propres insuffisances. Il est utile pour aiguiser à droite la situation. Il est utile pour essayer de précipiter une défaite de la classe ouvrière, mais il n'y a pas les moyens de la poser. Vous avez remarqué comme moi la manière dont Marine Le Pen s'est précipitée au lendemain de la censure pour dire « c'est promis, je ne le ferai plus ». C'est quand même assez extraordinaire. Logiquement, historiquement, les vrais fascistes, chaque fois qu'ils font quelque chose d'épouvantable, ils en sont fiers et ils disent « la prochaine fois, on fera encore pire ». Là, l'audace de voter une motion de censure, elle s'est empressée de dire « c'est promis, on ne le refera pas ». D'ailleurs, le Parti Socialiste a dit la même chose. De ce point de vue, c'est assez homogène. Il est donc utile pour essayer de préparer les conditions de la décomposition de la situation, mais en soi, il n'est pas la réponse à la situation. Je veux dire qu'un Trump à la française, dans les conditions actuelles, ce n'est ni Marine Le Pen, ni Bardella, ni Zemmour, ou qui sais-je encore. Par conséquent, ce n'est pas de là que viendra une solution durable. Momentanément, les choses sont contenues par une espèce de politique d'union nationale. Je le répète, pour moi, le vote de la loi spéciale budgétaire de lundi prochain par tous les groupes parlementaires, à quoi ils n'étaient pas obligés, a une signification profonde. À la limite, je sais pas moi, la gauche ou l'extrême droite, on peut dire, bon, on vous laisse la voter, d'accord, mais non, tout le monde met la main à la pâte. Or, cette loi spéciale, on y reviendra dans le prochain numéro de la Tribune des Travailleurs, contrairement à ce que vous nous faites croire, c'est une loi qui comporte pas simplement la reconduction des dispositions budgétaires de l'an dernier, mais de ce fait, elle comporte toute une série d'attaques contre les travailleurs et le pouvoir d'achat. Donc en faisant cela, tous vont sauver momentanément le gouvernement Macron-Bayrou. Jusqu'à quand? Bien malin celui qui peut le dire. Le régime, en fait, ne tient que parce que les appareils à la tête des organisations qui se réclament du mouvement ouvrier, qu'elles soient politiques ou syndicales, font le travail pour le soutenir de fait. Mais pour les masses, la situation est intolérable. Elle est intolérable. Je parlais des jeunes qui n'ont pas de quoi manger. Quand des milliers, des dizaines de milliers de jeunes n'ont pas de quoi manger, quand ils ont faim, c'est une situation intolérable. Les ouvriers des 270 entreprises frappées par les plans sociaux, hier il y avait une journée d'action, vous avez vu un certain nombre d'entre eux ont pris la parole dans les médias, etc., à qui on supprime l'emploi du jour au lendemain, à qui on supprime le revenu du jour au lendemain, c'est une situation intolérable. Et on pourrait parler des personnels soignants dans les hôpitaux que l'on contraint à travailler dans des conditions impossibles, et des patients qui ne peuvent plus être pris en charge, de ceux qui meurent sur les brancards dans les couloirs des urgences des hôpitaux. Et on pourrait parler des enseignants confrontés au fait que les enfants en situation de handicap ne sont pas pris en charge, ce qui est un drame et pour ces enfants, et pour les autres enfants des classes, et pour les enseignants qui n'arrivent plus à enseigner. Puis on pourrait continuer. Elle est intolérable, cette situation. Et par conséquent, pour les masses, chaque jour qui passe avec ce petit jeu sur on va encore sauver le gouvernement, c'était Barnier, ça sera Bayrou, ça sera quelqu'un d'autre, c'est pas grave, la vie continue, pour des millions de travailleurs et de jeunes, ça ne peut pas continuer. Et c'est une marque de la situation. Et par conséquent, comme le dit Trotsky dans la situation que cela, le retour au parlementarisme en apparence ne réglera rien. Et la formule qu'il utilise, que je trouve parfaitement actuelle, quand il dit « il n'existe aucune voie pour retourner à la démocratie pacifique », c'est-à-dire que la crise ne sera pas surmontée par le fait que, par exemple, on n'entend pas parler de ça périodiquement, on va introduire une petite dose de proportionnelle dans les élections. Elle ne va pas être surmontée par un changement dans la forme des institutions. La crise est telle qu'il touche à la fois
à la forme des institutions et à leur contenu social, qu'elle ne peut pas trouver de solution sur le seul terrain de la forme, si la solution sur le terrain de la forme ne s'accompagne pas d'une solution sur le fond. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand le Parti des travailleurs, et à juste titre, dit qu'il faut une nouvelle république démocratique, qui s'appuie sur, je dirais, la représentation de la volonté de la majorité, qu'il faut une assemblée constituante qui soit capable de définir des revendications, des institutions démocratiques, c'est juste. Mais il faut pour nous être clair, aujourd'hui, pour qu'une république soit démocratique, elle doit d'abord être sociale. Et quand on dit sociale, pardon les mots, elle doit être fondée sur ce que Trotsky appelle dans un autre texte des incursions de plus en plus grandes sur le terrain de la propriété privée des moyens de production. En clair, il ne peut pas y avoir de rétablissement de la démocratie s'il n'y a pas mise en cause du régime capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production. La forme et le contenu sont indissociables, et c'est un des éléments de la situation actuelle. Parce que nous avons écrit à la première page de la Tribune des travailleurs cette semaine une formule un peu inhabituelle, qui est liée à une situation inhabituelle. On a écrit « Le seul gouvernement acceptable pour les travailleurs, c'est le gouvernement qui satisfera les revendications. » Je crois que c'est ça la formule. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, pour ceux d'entre vous qui étiez dans les manifestations, notamment du 5 décembre, on sait ce que ça veut dire, les revendications. Moi, j'y étais, comme beaucoup de camarades ici, j'ai des oreilles pour entendre. Hein. Quel que soit leur syndicat, les travailleurs disaient on ne veut pas des 3 jours de carence qui remettent en cause le droit à être malade et à être soigné. On ne veut pas de la remise en cause de l'indemnisation des arrêts maladie. Sous toutes les formes, avec toutes les variations, la langue française est très riche sur tous les synonymes du mot argent. Hein. Donc vous avez comme moi entendu toutes les variations, toutes les rimes possibles sur tous les équivalents du mot argent. Enfin, les manifestants réclamaient de l'argent pour les services publics et pour les fonctionnaires, sous toutes les formes. Pour l'école, pour les hôpitaux, pour la poste, pour les salaires. Et puis il y avait, bien évidemment, dans les manifestations du 5 et celles d'hier, l'exigence de non-plan de licenciement, arrêt des licenciements. C'est une saignée terrible qui est en train de se développer dans le pays. Et puis, c'est inséré dedans la revendication dont je parlais des étudiants, rendez-nous les repas à 1 euro, et beaucoup d'autres. Donc la revendication, on les connaît, hein, celle-là, puis d'autres. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de les inventer. C'est celles qui sont portées par des millions de travailleurs et de jeunes dès lors qu'ils se mettent en mouvement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tiens, je vais vous donner un exemple. Il y a 3 jours, il y a une information qui paraît dans la presse. Il y a dans ce pays 9 millions de mètres carrés de bureaux inoccupés. 9 millions de mètres carrés. C'est-à-dire que les propriétaires de ces bureaux ne savent pas quoi en faire. Bon ben, moi j'ai appris à faire une division à l'école. Je me dis voilà, si chaque personne a besoin, par exemple, on sait rien, de 10 mètres carrés à partager dans un appartement, à mon avis c'est même moins, vous avez 900 000 personnes qui peuvent être logées à condition de faire quelques travaux d'aménagement dans ces bureaux, mais enfin c'est quand même pas des sommes gigantesques. Or, il y a dans ce pays officiellement des centaines de milliers de personnes qui dorment dans la rue, y compris des milliers de femmes avec des enfants. Tout le monde dit, ah bon, c'est grave, c'est pas bien, c'est grave. Enfin, elles dorment dans la rue. Il fait 0 degré, elles dorment dans la rue. Moi, j'ai eu la chance d'habiter une ville où le maire communiste a expulsé, communiste avec beaucoup de guillemets, mais il a expulsé sans guillemets, une trentaine de femmes avec des enfants en très bas âge qui s'étaient réfugiés d'abord dans un restaurant désaffecté, puis dans une école désaffectée. Il les a fait expulser par la police. C'était à Montreuil, hein, une ville de gauche, démocratique, sympathique et sociale, à 3 km d'ici. Et ça s'est passé il y a une grosse semaine. Hein, ces femmes qui, par ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, ce qui n'est quand même pas un détail, étaient des femmes immigrées qui avaient traversé la Méditerranée dans des conditions que je vous laisse imaginer, qui avaient fui leur pays ou qui en avaient été chassés,
souvent avaient été victimes de sévices sexuels, ou de viols, ou de trafic d'esclaves, ce que vous voulez, elles arrivent en France, elles dorment dans la rue. Et d'un autre côté, vous avez 9 millions de mètres carrés de bureaux inoccupés. Mais il faut qu'ils restent inoccupés, parce que la valeur des bureaux inoccupés, c'est qu'ils pourraient être occupés un jour. Donc, du point de vue du capital, c'est essentiel. Du point de vue de la vie humaine, ouvrir ces bureaux inoccupés et permettre à ces femmes et aux centaines de milliers de gens qui dorment dans la rue de dormir quelque part, c'est possible. C'est ça un gouvernement qui satisferait les revendications. Un gouvernement qui satisferait les revendications, on dirait 270 plans sociaux, le chiffre de la société c'était 300 000 emplois menacés. Eh bien, interdiction des licenciements. Et si les patrons s'y refusent, confiscation des entreprises qui prétendent licencier. Nationalisation sans indemnité ni rachat. Un gouvernement qui satisferait les revendications, on dirait, considérant que chaque année sont versés chaque année aux actionnaires des entreprises en France entre 100 et 150 milliards d'euros de dividendes. Le dividende, vous savez ce que c'est? C'est ce qui finance les rentiers. C'est de l'argent qui produit de l'argent sans qu'on fasse quoi que ce soit. Eh bien, un gouvernement qui satisferait les revendications dirait les dividendes sont confisqués autant que de besoin pour garantir l'emploi, garantir l'embauche des enseignants nécessaires au lieu de d'en supprimer, pour établir les postes d'AESH et d'enseignants spécialisés pour les enfants en situation de handicap, pour embaucher dans les hôpitaux, etc., etc., etc. Un gouvernement qui se préoccupe des revendications de la population, je dirais, considérant que le budget militaire est d'ores et déjà de l'ordre de 60 à 70 milliards par an, considérant que la loi de programmation militaire représente 413 milliards d'euros programmés en dépenses pour la guerre dans les 5 ans, nous allons affecter au moins une partie sérieuse de ces sommes à la satisfaction des revendications, même si, bien évidemment, ce n'est pas profitable pour ceux que les magnats de l'industrie de l'armement qui profitent de cette situation. Un gouvernement qui se préoccupe des revendications dirait, considérant que la France paye chaque année entre 60 et 80 milliards d'intérêts de la dette, je ne parle pas de remboursement de la dette, d'intérêts de la dette, c'est-à-dire ce qui va directement engraisser les banques, eh bien nous allons cesser de payer ces intérêts pour les affecter aux besoins de la population. Je dis ça pour dire que donc, ce n'est pas un problème de moyens. Ce que je viens d'évoquer ici permettrait de résoudre les questions soulevées et bien au-delà. C'est le problème de savoir pour qui on gouverne. Soit on gouverne pour la classe des capitalistes, soit on gouverne pour la population. Et il y a une contradiction absolue entre les deux. Et on ne fait pas les deux en même temps. Au lieu de quoi? Au lieu de quoi, les dirigeants de la gauche, ils vont voter la loi spéciale d'un... Mais ils ont fait d'autres choses avant. Par exemple, ils ont mis au point, quand il y avait encore le gouvernement Barnier, et qu'il y avait discussion sur le budget, ils ont mis au point ce qu'ils ont appelé un compromis sur le budget. Ils ont fait ça, vous savez, dans la commission mixte parlementaire, où il y a les députés et les sénateurs qui doivent se mettre d'accord sur un texte. Et ils se sont mis d'accord sur un texte dont ils ont dit c'est un bon compromis. D'ailleurs, il a été adopté à l'unanimité par la commission mixte parlementaire, donc avec toute la gauche. Le compromis, c'est quoi? C'est que le gouvernement initialement avait décidé de voler 5 milliards à la sécurité sociale, donc 5 milliards de salaires ouvriers. La gauche avait dit c'est pas correct, on n'est pas d'accord. Donc finalement, le compromis a été qu'il ne volerait que 2 milliards. Et c'est pas un compromis, ça. Voler l'argent de la sécurité sociale, qui est la propriété des ouvriers, c'est pas un compromis. C'est donner à la bourgeoisie les moyens de voler le bien commun des ouvriers. Ils ont donné d'autres gages. Le gouvernement a annoncé qu'il allait couper les, comment on appelle ça, les dotations aux collectivités territoriales. Vous me direz pourquoi est-ce que je vous bassine avec l'ancien budget puisqu'il n'est plus là? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Non, elle est posée vraiment puisque moi je lis des tracts syndicaux où il est écrit « On a gagné, le budget n'est plus là. Il n'y a plus les 4000 suppressions d'emplois d'enseignants, on a gagné. » J'ai tendance à penser que le prochain budget proposé par le prochain gouvernement va reprendre les mêmes éléments que celui qui a été retoqué, plus des choses encore pires. Bien. Donc on a le droit de parler de ce budget, même si temporairement il est entre parenthèses. Eh bien, quand le gouvernement a annoncé qu'il allait couper les vivres aux collectivités territoriales, et que donc il a annoncé, je ne me rappelle plus
150 milliards en tout, c'est ça? Non. Oui, alors donnez-moi un vrai chiffre. Pardon? 10 milliards. C'est la camarade spécialiste. 5 dit... entre 5 et 10. Bien. Donc on a la version qui fait preuve de mansuétude avec le gouvernement, le camarade Bernard, 5 milliards. Et la motion plus lucide, le camarade Christelle, qui dit 10 milliards. Enfin, entre 5 et 10 milliards, ça fait beaucoup. Le gouvernement dit, on va donc diminuer les dotations aux collectivités territoriales. Que font les élus de gauche? Alors là encore, je parlerai de ma ville. Hein, chacun voit midi à sa porte. Le maire PCF de Montreuil organise un grand raout avec tous les partis de gauche. Ils sont venus, ils sont tous là, comme dans la chanson d'Aznavour, le Parti Socialiste, la France Insoumise, les Verts, le Parti Communiste, il y a encore d'autres variétés à Montreuil, il y a des variétés de gauche dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Ils sont tous là, dans le meeting, et Bessac déclare, et ce que je vous dis là, ce n'est pas une méchanceté de ma part, puisque c'est le compte-rendu du meeting fait par le journal L'Humanité, donc plutôt favorable à Bessac. Il déclare la chose suivante: bien évidemment, ce qu'on nous demande, c'est inacceptable. Parce que l'équivalent des 5 ou 10 milliards de coupes, à Montreuil, il faudrait que je coupe 6 200 000 euros par dans le budget, qu'on ne compte pas sur moi pour faire ça. Très bien. Il dit, ou alors, il faudrait que je remette en cause les repas des enfants dans la cantine. Je ne le ferai pas. Il faudrait que je remette en cause, je ne sais plus de quoi il parle, je crois, les trucs d'animation, de sport, culture, etc. Je ne le ferai pas. Il ajoute, bon, mais maintenant, si on est obligé de faire quelque chose, bon, ben, on coupera dans le budget d'investissement. Donc moi je comprends donc qu'on ne va pas couper dans les assiettes des enfants dans les cantines, mais par contre ils vont se ramasser le toit des écoles, parce qu'à un moment donné, si vous coupez dans l'investissement, ça a des conséquences. Ils font ça partout. La ville de Paris discute de comment ils vont appliquer les 150 millions de coupes. Donc c'est une drôle de manière de donner des gages, de dire on va appliquer, on va relayer. Et puis je lis tous ces tracts syndicaux, dont un que m'a envoyé un camarade ici, qui est daté du 13 décembre. C'est aujourd'hui, c'est une note aux organisations de la CGT qui explique dans le détail en quoi toutes les horreurs qui étaient dans le budget ont disparu. Donc tout va bien. Par conséquent, je reviens à la question de l'alternative. Quels que soient les rythmes et les délais, même si cela prend du temps, la confrontation entre les deux branches de l'alternative est posée devant nous. Ou bien la victoire de l'autoritarisme fascisant, quelle qu'en soit la variante d'un trumpisme à la française, ou bien la révolution prolétarienne. Dans le texte que j'ai indiqué, c'est la deuxième et dernière citation que je ferai, Trotsky écrit ceci: « Le capitalisme a porté les moyens de production à un niveau tel qu'ils se sont trouvés paralysés par la misère des masses qui l'avaient ruiné. » Ça peut sembler paradoxal, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le capitalisme, vous le savez, repose d'abord et avant tout sur la production de marchandises. Et dans la valeur de ces marchandises est contenue la plus-value qui a été extorquée à l'ouvrier. C'est la base du profit. Mais pour que ces plus-values soient réalisées, il faut que les marchandises soient vendues. Or, si les gens qui produisent les marchandises, je le dis de manière schématique, sont de moins en moins payés, par la force des choses, ils auront de plus en plus de mal à acheter les marchandises qui sont produites. Et c'est toute la contradiction du capitalisme, dit Trotsky, qui est capable de développer les forces productives. On peut produire plus d'automobiles que les gens seraient capables d'en conduire aujourd'hui, et plus personne n'est en situation de pouvoir acheter une automobile. On serait capable de produire des logements pour que tout le monde vive dans des logements tout à fait confortables, et des millions de gens sont dans l'incapacité non seulement d'acheter, mais même de payer un loyer. Donc, cette contradiction, qui est la contradiction fondamentale du capitalisme, dit Trotsky, elle atteint un tel degré, alors surtout aujourd'hui avec le développement de l'intelligence artificielle qui accélère encore plus la capacité à développer les forces productives. Et donc, en fait, tout le système est rentré dans un système de décadence, de décomposition, de pourriture. Et c'est pour ça que les étudiants n'arrivent pas à avoir un repas à 1 euro, ce qui est aberrant dans un pays développé comme la France, mais qui correspond à une logique. Il ajoute, non seulement le capitalisme ne peut pas donner aux travailleurs de nouvelles réformes sociales, ni même de simples petites aumônes, mais encore il est contraint de reprendre les anciennes. Toute l'Europe est entrée dans l'ère des contre-réformes économiques, et il dit cette politique de spoliation et d'étouffement des masses n'est pas le fruit des caprices de la réaction, il résulte de la décomposition du système capitaliste. C'est là le fait fondamental, tout ouvrier doit le comprendre s'il ne veut pas être dupé par des phrases creuses.
Et c'est grave, je considère que cet aspect-là est d'une brûlante actualité. Reprendre les anciennes réformes, c'est ce que font tous les gouvernements successifs dans ce pays. La dernière grande mobilisation sur les retraites consistait précisément à défendre le système des retraites contre ceux qui voulaient le remettre en cause. Ne pas être dupé par des phrases creuses, c'est quoi être dupé par des phrases creuses, c'est le fait que quand la gauche, entre guillemets, refuse obstinément de poser les problèmes en termes de classe, elle masque la réalité au travers. Plus personne dans ce pays, je parle du point de vue des grands partis de gauche, ne se réclame de la classe ouvrière. Encore moins de la lutte de classe. Encore moins du combat pour la socialisation des moyens de production. Non, on est de gauche, on est éventuellement d'une gauche écologique et sociale, très tendance écologique, je vous conseille. On est progressiste, on est humaniste, on est féministe, on fait des tas de choses, mais on n'est pas de classe. On pourrait être tout ça et de classe. Non, non, on est tout ça, mais pas de classe. Comme si la situation n'était pas d'abord marquée par le conflit entre les classes sociales. Comme si tout ce que je viens d'évoquer, y compris la marche au trumpisme fascisant, n'avait pas pour base le fait que les capitalistes exigent d'avoir des conditions plus favorables au dégagement du profit qu'elles ne le sont aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est la réalité. Tout le monde sait d'ailleurs quand le MEDEF dit il faut soulager nos charges, déréglementer ça, ils disent bien ce que ça veut dire. Ils défendent leurs intérêts. Mais à gauche, on n'ose pas dire que les ouvriers doivent défendre leurs intérêts. Et c'est d'une gravité exceptionnelle. Parce que ce refus d'affirmer que du point de vue de la classe ouvrière, la rupture est indispensable, aboutit à noyer les vrais problèmes. Tiens, il y a une grande question d'actualité en ce moment. Il paraît, si j'en crois certains commentateurs, que lorsque Mélenchon réclame la démission de Macron, il aurait une idée derrière la tête. J'ai du mal à le croire, mais bon, il paraît qu'il réclame la démission de Macron parce que ça permettrait de précipiter l'élection présidentielle et ainsi, ça lui permettrait de se faire élire. Donc il y a des gens qui protestent, c'est scandaleux, Mélenchon, tout ce qui intéresse, c'est être élu, etc. C'est pas plus scandaleux de la part de Mélenchon que de la part de 4 ou 5 douzaines de Mélenchon qu'on pourrait citer de tous bords politiques qui ont exactement la même obsession d'être élu président de la République. Ni plus honorable, ni moins honorable. Bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est bon, Mélenchon va être élu président de la République, finalement, pourquoi pas, chacun a la vocation qu'il veut. La question est, pourquoi faire? C'est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi faire? S'il s'agit de rompre vraiment, par exemple, s'il s'agit de dire, moi je me présente parce que, élu président de la République, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour exproprier les capitalistes, nationaliser les industries qui licencient sans indemnité ni rachat, permettre aux travailleurs de prendre le contrôle des usines, bref, avancer vers la socialisation des moyens de production. Si Mélenchon avait ce projet, s'il l'annonçait, ça donnera un contenu à son ambition. Par ailleurs, son ambition personnelle, pour moi, est une question secondaire. Ça donnera un sens. Mais dans ce cas-là, il faut être logique. Tout le monde sait que la classe capitaliste ne va pas cesser de déposséder comme ça. Donc si Mélenchon disait ça, il devra en même temps dire, comme je sais qu'il ne suffit pas d'être élu président de la République pour régler les problèmes d'un coup de baguette magique, j'en profite pour en appeler tous les travailleurs de ce pays à se mobiliser dès maintenant, sans attendre que Macron s'en aille, et à s'organiser pour imposer cette solution. J'appelle tous les travailleurs de toute tendance, les jeunes, à constituer leur comité pour la socialisation des moyens de production, pour imposer dans les faits l'interdiction des licenciements, pour imposer dans les faits la confiscation des dividendes de la spéculation. Et je dis clairement, ne comptez pas sur moi comme sauveur suprême, c'est la mobilisation de millions et de millions qui va permettre de le faire. Je dis, moi, si Mélenchon ou quelqu'un d'autre tenait ce langage, même si je ne partage pas par ailleurs sa politique, ça mériterait d'être pris en considération. Parce que ça poserait un vrai problème de rupture. Mais s'il n'y a pas ça, camarades, alors je suis au regret de dire que la formule du camarade Trotsky sur les phrases creuses s'applique parfaitement à tous ces discours. Il n'y a jamais eu un président de la République ou un Premier ministre qui par lui-même a changé l'ordre des choses.
C'est pourquoi les histoires sur Barnier, Bayrou, etc. ont un intérêt microscopique, parce que c'est pas là où les choses se posent. Le centre, c'est l'existence d'un régime social fondé sur la propriété privée des moyens de production. Et personne ne peut prétendre apporter des réponses à la situation s'il ne met pas cette question au centre et s'il ne se fixe pas l'objectif d'arracher ce système à la racine. Les gouvernements successifs dans ce pays ont tous, d'une manière ou d'une autre, travaillé à remettre en cause les conquêtes sociales et démocratiques arrachées par les générations précédentes. Je dis bien tous. Et si on s'arrête simplement, pour ne pas faire trop long, sur les 66 dernières années, c'est-à-dire depuis qu'il y a la Ve République, tiens, je serais curieux, est-ce qu'un camarade ici connaît, dans les 66 dernières années, un gouvernement qui, lui, a gouverné pour la classe ouvrière? Est-ce que quelqu'un peut en citer un? Vous savez quand il y a eu le gouvernement, hein? Vaguement Pierre Mauroy, des camarades. Tu veux dire le camarade Pierre Mauroy, celui qui, pour la première fois, a remis en cause les conventions collectives arrachées en 1950, remis en cause l'indexation des salaires sur les prix, et par conséquent a fait perdre du pouvoir d'achat aux travailleurs. Non, il a fait seulement au bout de 18 mois, c'est quand même rapide. Hein. D'accord. On parle bien du même Pierre Mauroy qui a exigé des syndicats qu'ils s'associent à sa politique de rigueur avec le camarade Jacques Delors. Non, je dis ça, je dis pas que tout est égal à tout, mais tu m'accorderas que c'est pas exactement la voie de l'émancipation, au contraire, et que par conséquent, d'ailleurs, quand le gouvernement de Pierre Mauroy a invité le secrétaire général de Force ouvrière de l'époque en lui disant nous voulons que vous associez notre politique de rigueur, à juste titre, le secrétaire général de Force ouvrière a dit non, c'est pas à nous de faire ça. C'est pas à nous de faire ça, on n'est pas là pour faire avaler la rigueur aux travailleurs. Non, moi j'affirme que tous ces gouvernements, vous savez combien il y a eu de premiers ministres différents dans la Ve République? On a eu 28. Il y en a eu 28, et je vous mets au défi de m'en citer un qui, alors le camarade dit, pour une courte période, Mauroy n'était pas aussi réactionnaire que les autres. À supposer, je ne peux pas rentrer une polémique. Une courte période et pas aussi réactionnaire. D'accord? Mais est-ce que vous pouvez me citer un gouvernement qui a gouverné pour la classe ouvrière? Aucun. Aucun, moi je peux vous donner toute la liste si vous avez un doute. Pas un seul. Et quelles qu'aient été leurs étiquettes politiques, tous ont pris des mesures remettant en cause les droits de la classe ouvrière. Donc tous ont gouverné pour la classe capitaliste. Et c'est le cœur de la situation. Et c'est donc pas un hasard si dans la dernière période les choses se sont cristallisées sur les questions des retraites. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. C'est pas la première fois qu'il y a une attaque sur les retraites. Des tas de gouvernements aussi sont essayés. Mais ce qui s'est passé en 2023, c'est un mouvement de millions et de millions pour sauver le système des retraites. Et ce mouvement s'est heurté au fait qu'il y a eu des grèves, des manifestations très puissantes, au moment où les dirigeants des organisations avaient la responsabilité d'appeler à la grève générale pour bloquer la réforme. Ils n'ont pas appelé. Et le gouvernement, lui, a utilisé du 49.3 un tir larigot pour faire passer sa réforme. Donc, il pouvait sembler, au début de l'été 2023, que la classe ouvrière avait subi une grande défaite. C'est plus compliqué. Parce que ce mouvement de millions et de millions qui n'a pas abouti sur le terrain de la lutte de classe, d'une certaine manière, il s'est transposé sur un plan électoral au moment des élections européennes. Et ce qui s'est passé en juin, je ne me trompe pas, juin 2024, est une transposition sur le plan électoral du mouvement de lutte de classe qui s'était développé sur la retraite. C'est-à-dire que les travailleurs ne sont pas passés par la grève, très bien, il y a eu une élection, la première élection qui se présentait, il n'y avait aucun rapport, c'était l'Europe, bon, mais peu importe, le problème, peu importe que ce soit l'Europe, ça aurait été n'importe quoi, est-ce que c'est dans ces élections qu'on met la pâtée à Macron? Oui, alors on y va. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la crise dans laquelle nous sommes maintenant, et dont nous ne sommes pas sortis depuis plus de 6 mois, qui a son point de départ en apparence dans l'élection européenne de juin 2024, a en réalité sa racine dans le grand mouvement de grève et de manifestation de 2023. C'est la classe ouvrière qui a ouvert cette crise. C'est elle qui a mis cette question à l'ordre du jour. Ce n'est pas le jeu des appareils politiques. Et en dépit des appareils syndicaux qui ont fait l'appeler à la grève générale, elle s'est placée au centre de la situation. Et si ce pays est aujourd'hui ingouvernable, parce qu'il l'est, si nous sommes dans cette situation, je dirais, pré-insurrectionnelle,
de paralysie des institutions, de délitement. C'est d'abord et avant tout parce que la classe ouvrière a refusé de laisser démanteler une de ses principales conquêtes, qui est le régime des retraites, lui-même lié à la conquête de la sécurité sociale. Et nous devons comprendre cela. Et la tentative de Macron de résoudre cela avec les vieilles méthodes du bonapartisme. Alors bon, il y a un problème, je dissous l'Assemblée, vous allez voir ce que vous allez voir. On l'a vu, hein. Oui, mais ça aurait pu marcher à une certaine époque. À une certaine époque du bonapartisme, ça aurait pu marcher. Sauf qu'on n'est plus dans cette époque-là. Et comme on n'est plus dans cette époque-là, par exemple De Gaulle, quand il y a eu la motion de censure contre son gouvernement Pompidou en 1962, il a dissous l'Assemblée, il a ramassé après, il avait tous les députés avec lui. Hein. Là, c'est l'inverse. Ce n'est pas De Gaulle qui veut, ce n'est pas De Gaulle qui ne peut pas. Et par conséquent, cette crise, elle aboutit au fait qu'elle a accentué l'isolement du Bonaparte et l'impasse de toute la Ve République. Le NFP, je vous rappelle, s'est constitué à la hâte il y a 6 mois pour essayer d'offrir un débouché, avec toutes les contradictions. Mais même le NFP n'est pas orienté sur une politique de rupture. Il y a des mots pour la rupture. Fondamentalement, sur l'échiquier politique, on a une extrême droite et une extrême gauche, qui occupent la place de l'extrême droite et de l'extrême gauche, parce que dans un échiquier politique, il faut une gauche, un centre, une droite, une extrême gauche, sinon, il faut au moins que c'est l'apparence des choses. Mais si vous regardez bien, leur fonction était d'apparaître comme une représentation politique des couches les plus en colère de la population. Alors, côté ouvriers, travailleurs jeunes, plutôt France Insoumise, et puis côté petits commerçants, petits artisans ruinés, ou ouvriers désabusés, déclassés, chômeurs désespérés, plutôt les un peu racistes, etc., l'extrême droite. Bon, d'accord. Donc ils ont capté ça électoralement, ce qui a donné les résultats qu'on connaît des élections de juin et juillet. Mais même ces deux ailes, en réalité, regardez le jeu qu'elles jouent. Elles préservent les institutions. Aucune ne s'aventure sur la voie de la rupture. Même Mélenchon, quand il dit Macron doit partir, il dit Macron doit partir, mais c'est lui qui doit le décider. Macron doit le partir, et je me présenterai à l'élection présidentielle. Il dit pas je vais aller à l'Élysée pour prendre le pouvoir. Je vais présenter à l'élection présidentielle et j'espère que je serai élu. Puis si je ne suis pas élu, tout le monde est dans le cas de ce jeu institutionnel. Or, le mouvement profondeur qui a conduit à la situation actuelle, ce n'est pas un mouvement institutionnel, c'est le mouvement qui exprime le désespoir de millions d'hommes, de femmes, de jeunes. Et par conséquent, ces réponses institutionnelles, qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, ne peuvent, je dirais, donner le change que, comment dire, temporairement. Et si cela ne change pas, tout ça va s'user. Marine Le Pen peut être à 38% dans les sondages aujourd'hui, mais cela va s'user, sauf si elle passe à un autre stade de la radicalisation à l'extrême droite. L'aura de Mélenchon et de la France Insoumise, pour les mêmes raisons, va s'user, sauf s'il passe à un autre stade d'une politique de rupture. Je ne dis pas que c'est impossible, les circonstances peuvent arriver, mais pour l'instant, c'est cela la situation. Et donc la question qui est posée, où va la France ? Tout dépend de qui sera le premier capable de présenter aux larges masses, de la manière la plus hardie, la plus déterminée, le programme le plus convaincant, qui sera capable de conquérir la confiance des couches qui aujourd'hui sont écrasées par le capitalisme et qui cherchent la voie de la résistance et du combat. Qui sera capable de le faire non pas simplement en parole, mais en montrant concrètement, pratiquement, quelle est la voie de l'issue. Et il est clair que cette alternative, au bout du compte, c'est ce qui va vers le fascisme et sur ce qui va vers le socialisme. C'est une question qui sera déterminante pour l'avenir de la situation en France, mais aussi du monde entier. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, je faisais référence au Parti des travailleurs, qui n'est pas organisé sur le programme de la 4e internationale, mais dans lequel militent les militants de la 4e internationale. Ce qu'il y a de fort dans le nom de Parti des travailleurs, c'est précisément qu'il ne prétend pas être autre chose que ce qu'il est, un parti des travailleurs. Pas un parti de gauche, pas un parti progressiste, pas un parti humaniste, pas un parti, je ne sais pas, des travailleurs. Ce qui suppose qu'il faut un parti des travailleurs parce qu'en face, il y a un parti de la classe adverse, le parti du capitalisme. On me dirait comment il s'appelle le parti des capitalistes. Il
Il s'appelle la Ve République, il s'appelle les partis de droite, du centre, tout ce que vous voulez. Il s'appelle la Bourse de Paris, il s'appelle Wall Street, il s'appelle l'État. C'est le parti des capitalistes. Et c'est pourquoi il faut un parti des travailleurs. Et il y a quelque chose de puissant qu'on ne doit pas banaliser dans la revendication que les travailleurs disposent d'un parti, c'est-à-dire un parti où la classe ouvrière est représentée de façon distincte des autres classes sociales. Distincte. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas collaborer avec d'autres classes sociales. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter les artisans, les petits paysans, les jeunes. Mais comme classe ouvrière, elle a le droit, le devoir de disposer de sa propre représentation politique et de son propre, de sa propre perspective. Alors soyons clairs, ce que j'évoque ici, je terminerai là-dessus, n'est pas un chemin parsemé de pétales de rose et d'un avenir radieux. Enfin, le présent n'est pas radieux non plus. Hein. Gaza est là pour rappeler à quiconque l'oublierait le véritable visage du système capitaliste, hein, qui est capable de déchaîner la barbarie la plus atroce et de le faire au vu et au su du monde entier. Et les grands de ce monde trouvent toutes les excuses valables pour que Netanyahou puisse continuer. Si cela est vrai pour Gaza aujourd'hui, cela peut être vrai demain pour tous les peuples du monde. Qu'ils soient en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine. Donc la réalité n'est pas radieuse, même si aujourd'hui nous ne connaissons pas en France la situation du peuple palestinien, aucun peuple n'est à l'abri. Il n'empêche que, conscient de cela, nous sommes conscients aussi de la capacité de la classe ouvrière à décider par elle-même. On l'a vu à une petite échelle le 5 décembre. Il y a des gens qui voulaient diviser, il y a des gens qui voulaient que l'unité ne se fasse pas. Et les travailleurs ont imposé l'unité. Ils ont imposé l'unité dans la fonction publique avec leurs revendications, et on a vu, avec intérêt, que, comme on l'a écrit dans le journal, les diviseurs ont été battus d'une certaine manière. Hein. Ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait l'unité, ils ont été battus. Quand on a vu certains dirigeants syndicaux qui, le matin du 5, faisaient encore des communiqués en disant « Nous n'appellerons jamais au 5, parce que c'est pas là qu'il faut manifester, il faut manifester le 10, etc. » Et qui, 1 heure avant la manifestation, sortaient un communiqué en disant « Bien évidemment, nous y serons, nous donnons rendez-vous à tous nos syndiqués à 14h. » Il y a quelque chose de jouissif, quand même, de se dire que ceux qui ont voulu diviser, ils étaient balayés par quoi? Par le fait que les travailleurs, avec instinct, se sont dit « D'accord, les journées d'action, c'est pas terrible. Enfin, au moins, si on est dans l'unité sur les revendications, c'est quand même là qu'il faut être. Parce qu'on sait bien que sans l'unité, on ne peut pas aboutir. » Bien, donc, camarades, nous sommes dans cette situation. Et je dirais, d'une certaine manière, cette question de l'unité va se trouver posée de nouveau au plan politique. Si demain, comme on nous l'annonce, il y a un pacte de non-censure du gouvernement, moi j'ai jamais entendu ça, un pacte de non-censure, vous avez un gouvernement qui vous annonce qu'il va faire les attaques les plus terribles contre les travailleurs et les jeunes, et vous vous engagez à ne pas le censurer. Alors vous me direz que même s'il y a un pacte comme ça, vous savez, c'est comme le pacte germano-soviétique. Hein. Ça n'a duré qu'un temps. Et ceux qui l'avaient signé, en tout cas du côté de Hitler, lui, il avait un point de vue que ça ne durerait qu'un temps. Enfin, même l'idée qu'il puisse y avoir un pacte de non-censure. Là, c'est pas simplement une coopération. C'est on s'engage à laisser les mains libres au gouvernement. C'est quelque chose de... Alors que les travailleurs, eux, sont dans l'état d'esprit qu'on a vu et qu'on voit. Bon, il est clair que nous devons comprendre que dans ce contexte, un gouvernement du nouveau Front populaire, borné par ce programme et cette politique de non-censure, ne pourrait conduire qu'à aggraver la situation de la ruine de la classe ouvrière et de la jeunesse. Il faut avoir le courage de dire clairement que sans expropriation des banques, des grandes entreprises commerciales et des industries clés, des transports, sans nationalisation, sans indemnité ni rachat des rouages essentiels de l'économie, sans monopole de commerce extérieur et toute une série d'autres mesures, il n'est pas possible de venir en aide ni aux ouvriers, ni aux petits paysans, ni aux étudiants, ni aux artisans. Et il faut dire clairement qu'il y a quelque chose de répugnant, je m'excuse d'introduire ce terme moral, dans les déclarations des uns et des autres sur la non-censure ou la non-agression, quand on a en tête la politique d'agression du gouvernement contre les travailleurs et les jeunes.
Il faut donc s'opposer à la fumisterie de l'arc républicain. Il faut combattre tous ceux qui veulent engluer les travailleurs et les jeunes dans une subordination à Macron, à la Ve République, parce qu'au bout du compte, c'est la subordination au régime capitaliste. Et il faut aider à faire surgir, à organiser tous les moyens par lesquels les travailleurs décident eux-mêmes. Vous savez, et je termine là-dessus, dans la situation actuelle, il y a des choses qui surgissent qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps. Par exemple, les piquets de grève. C'est une vieille tradition ouvrière, les piquets de grève. Depuis quelques décennies, il n'y a plus tellement de piquets de grève. Là, dès qu'il y a une grève, piquet de grève. C'est-à-dire que les travailleurs veulent prendre le contrôle de leur propre mouvement. Or, le piquet de grève, il est important, pourquoi? Parce que le piquet de grève, dans un premier temps, il sert surtout à convaincre les collègues de ne pas rentrer dans la boîte pour aller en grève. Mais il sert aussi à autre chose. Ça se défendre contre les attaques de la police ou des fascistes. Tiens, par exemple, aujourd'hui, les conducteurs de bus de FSO qui sont en grève depuis de nombreuses semaines se sont fait déloger par la police. Apparemment, il y a eu quelques confrontations. C'est légitime d'avoir des piquets de grève. Et nous revendiquons le droit pour les travailleurs d'organiser leur piquet de grève et d'organiser leur autodéfense contre l'agression par la police ou par les fascistes. Nous savons bien que la violence de la lutte de classe, à un certain stade, prend la forme de la violence physique contre les travailleurs. Et nous avons le devoir de dire aux travailleurs qu'ils ont parfaitement la légitimité de s'organiser face à cela et de préparer leur organisation face à cela pour être capables de se défendre. Comme nous devons être très attentifs au mouvement par lequel les travailleurs cherchent à définir eux-mêmes le mandat de l'action, le mandat de la grève et les délégués. Moi, j'ai été très frappé de la facilité avec laquelle la corporation des enseignants, dans toute une série d'endroits, dès qu'il y a eu les annonces du gouvernement, a répondu en disant « il faut la grève ». C'est pas évident. Il fut une époque pas très lointaine où, bon, il y avait les attaques, il y avait des discussions oiseuses, est-ce qu'il faut une grève, une manifestation. Là, le nombre d'écoles, de collèges, de lycées où les enseignants se réunissent ont dit la seule réponse possible, c'est la grève. Il faut s'opposer par la grève, pas la journée d'action d'une journée ou de 3 journées, parce que finalement c'est pareil. Mais une vraie grève qui fasse reculer le gouvernement, que les choses soient posées avec cette conscience, que, comme ça a été le cas dans le Val-de-Marne, dans, je crois, 70 écoles ou un peu plus, les enseignants ont adopté des motions, envoyé leurs délégués, l'assemblée départementale de délégués pour décider ensemble de ce qu'il fallait faire. Tout ça peut sembler modeste, et c'est modeste, mais les piquets de grève, les délégués, les mandats d'assemblée générale, ça porte un nom, c'est la démocratie ouvrière. C'est le fait que les travailleurs s'organisent par eux-mêmes pour les petites revendications, demain pour les revendications du pouvoir. Qu'ils s'organisent par eux-mêmes pour se défendre contre la violence de l'État, comme ils seront capables demain de se défendre communément contre la violence de ceux qui voudront les empêcher de prendre entre leurs mains les rênes de l'État. Et c'est pourquoi, à l'alternative, ou bien la marche à une forme de fascisme ou de trumpisme fascisant, ou bien la marche à la révolution prolétarienne, nous disons avec confiance que la victoire n'est évidemment pas garantie, mais la défaite non plus. Et puis pour ceux qui partagent le point de vue que l'humanité ne s'en sortira pas sans en finir avec l'exploitation et l'oppression, vous êtes cordialement invités dans les cellules de la TCI, dans les groupes d'études révolutionnaires, pour mieux comprendre les racines de cette situation et vous organiser pour combattre. Et voilà, bonne soirée.